Ouais. Donc les douleurs au post-opératoire suivantes, alors ce ne sont pas mes diapos. Alors, je ne sais pas si c'était une enquête qui a été faite, parce que je n'ai pas le détail, mais c'est l'enquête qui a été faite à la CNFCP, je pense. Ouais. Voilà. Et auprès de patients, c'est une enquête qui a été faite par Béatrice Vincent-Bonnet auprès de ces patients, une centaine, je crois, de patients. Donc la chirurgie, voilà, la chirurgie proctologique, donc en hémorroïdaire, c'est une chirurgie fait partie des chirurgies les plus douloureuses, hein. Il faut vraiment la prendre en charge. Et parce que ouais, la moyenne, 3 sur 10, 6 lors de la première selle, j'aurais même dit plus, parce qu'en général, les patients décrivent des douleurs syncopales lors du passage. C'est dont ils se souviennent le plus, c'est ça. C'est le premier passage, ils n'oublient pas. Et également, donc, cette douleur, on s'intéresse beaucoup parce qu'on fait de plus en plus de chirurgie en ambulatoire. Donc, il faut bien prévenir les patients du risque de douleur qu'ils vont avoir et surtout prévenir la douleur en adaptant le traitement un maximum. Donc, parmi les proctologues, 75% pensent que la prise en charge des douleurs semble adaptée. Mais toujours ce fameux premier passage, on a du mal, c'est une douleur qui est aiguë. Le 6 sur 10, c'est surprenant. Et après, je pense qu'on peut améliorer cette prise en charge de la douleur de différentes façons, comme on va détailler là. Suivante. Voilà, donc, en fonction de la technique que l'on va faire, la douleur sera différente. Hein, c'est sûr, l'hémorroïdectomie sera responsable de douleurs au moment de la selle et au moment des soins essentiellement, plus importante que les autres techniques. L'hémorroïdopexie, hein, c'était montré par plein d'études, hein, ça fait moins mal, notamment lors de la première selle. Le souci, c'est surtout des douleurs à type de ténesme que le patient peut avoir parfois. Et des douleurs, des fois, qui sont intenses. On pense pris lors de l'agrafage de petites structures nerveuses qui donnent des douleurs dont, je crois, on s'en sort difficilement. La ligature artérielle et la mucopexie, surtout la ligature artérielle, ça fait pas mal. La mucopexie, par contre, ça peut faire mal en fonction du nombre de passages du fil et comment on tire son surjet. Et là, c'est une douleur, contrairement à l'hémorroïdectomie, où ça va être une douleur qui va être uniquement à des moments bien précis. Le reste du temps, les gens ne doivent pas avoir mal, hein, sinon c'est avec une complication. Il y aura un abcès ou une suppuration. La ligature artérielle, ça donne des douleurs permanentes. Une tension douloureuse permanente, 24 heures sur 24, qui est atténuée par les antalgiques, mais c'est une douleur permanente, parce qu'il y a une tension, mais qui est moins forte que la chirurgie pédiculaire. La radiofréquence, pareil, ça donne des douleurs qui sont normalement moins importantes, sauf, quand on dit complications, il faut dire toujours ça peut toujours bien se passer, sauf complications. En cas de thrombose hémorroïdaire interne, ça fait sacrément mal. J'en ai eu un qui a eu très mal. Pareil pour les ligatures artérielles, si on thrombose hémorroïdaire interne, ça fait très mal. C'est rare, mais ça fait mal dans ces cas-là. Donc au niveau des traitements, l'information du patient, normalement ça fera pas mal, mais ça peut faire mal dans telle situation. Bien réguler le transit parce que le passage des selles doit se faire de façon la plus facile possible. Il ne faut pas que ce soit de l'eau, hein, pas de la flotte, mais il faut que ce soit mou, pas trop dur parce que sinon ça peut faire mal. Et s'il y a constitution d'un fécalome, là ça fait extrêmement mal. Les anti-inflammatoires, le biprophénide, c'est très très efficace, hein, contre les douleurs. Donc en péropératoire, maintenant je pense que tout le monde fait ça, hein, donc on fait un bloc pudendal qui permet d'éviter la douleur qu'on avait dans la salle de réveil. Donc là c'est le protocole qu'avait proposé Béatrice Vincent-Bonnet, donc avec la Ropi, la Lido et la dexaméthasone en injectable du côté de l'anesthésiste. Ça permet de faire durer un petit peu plus le bloc et d'améliorer les patients. Et en post-opératoire, Les anesthésistes, il faut leur demander quelle dose de Dexa ils font. Parce que la Dexa est donnée à titre antiémétique, c'est 4 mg. Et la Dexa qui prolonge les blocs, ça a été démontré, pour les 8. blocs notamment en orthopédie, c'est 8 mg. Donc vous leur demandez bien s'il faut un bolus de 8 mg de Dexa. Il faut bien les prévenir à chaque fois, ça fait, le bloc dure un peu plus longtemps. Et en post-opératoire, c'est une prise en charge multimodale. Là, donc, on va associer des laxatifs toujours et des anti-inflammatoires. Puis ensuite, paracétamol, l'acupan, les opiacés, le flagyl, les benzodiazépines. Bon, on va dérouler ça. Suivante.
Donc en pratique, ce qu'on sait qu'on utilise le plus souvent, hein, donc les anti-inflammatoires, le paracétamol laxatif et le tramadol, c'est les médicaments qui sont le plus souvent prescrits. Le flagyl aussi. Donc je pense qu'après dans les diapositives, on va voir pourquoi le flagyl peut être intéressant. C'est pas pour éviter les infections, hein. Et puis les autres médicaments, des FOPAM, codéine, beaucoup moins, notamment des médicaments qui peuvent entraîner des effets indésirables, type de constipation qu'on ne recherche pas trop. Suivante. Donc le flagyl, voilà, c'était une vieille étude qui avait montré que ce traitement-là permettait de diminuer la douleur, hein, donc vers la première semaine, et avec un retour d'activité plus précoce. Donc c'était une vieille étude. Les gens semblaient plus satisfaits. Puis il y a eu deux méta-analyses récentes. Une qui montrait qu'effectivement, ça allait dans ce sens-là. Ça faisait moins mal, hein, la première semaine, avec un EVA discrètement diminué à la première selle. Donc moins 1,38, mais bon, si on part de 9, ça fait quand même mal. Et puis une autre qui montrait que les résultats étaient inconsistants, qu'il n'y avait vraiment pas d'études, comme très souvent en fait en procto, il n'y a pas, le niveau de preuve n'est pas toujours super élevé. Suivante. Donc la dexaméthasone, c'est ce que disait François, donc c'est intéressant, ça prolonge la durée du bloc pudendal. Mais on sait que c'est vrai pour les blocs en général. Pour le pudendal, il n'y a pas eu d'études qui ont été faites. La première selle, elle ne survient pas dans les premières heures, mais en général, vers la deuxième ou troisième jour, ça dépend de ce qu'on a fait boire aux patients. Mais en tout cas, ils sont plus sous le bloc normalement. Donc point positif, c'est qu'en salle de réveil, ils sont beaucoup mieux. Quand ils sont dans la chambre, ils sont beaucoup mieux. La douleur survient soit, dans le pire des cas, dans la nuit, sinon le lendemain, ils ont un peu plus récupéré. En tout cas, c'est quelque chose pour le bloc qu'il faut faire systématiquement. Moi, la dexaméthasone, je la fais également systématiquement. Suivante. Donc, ce qui ne sert strictement à rien, bien évidemment, c'est la préparation colique. Moi, alors, après chacun va dire, mais moi je fais faire un lavement parce que je n'aime pas me retrouver, un tout petit lavement, hein. Je n'aime pas me retrouver avec plein de matière fécale à passer 10 minutes à retirer les matières fécales, mais il y en a beaucoup, la plupart je pense, ne font aucune préparation. Mais je parle d'un petit lavement, hein, donc pas d'une préparation colique. Le flagyl entopique, c'est pas recommandé, parce qu'on trouve ça dans la biblio, sont faits, certains utilisent des préparations magistrales. Le toucher anal et le dilatateur anal, ça c'était avant, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le faire, il ne faut pas le faire, ça fait mal et ça n'a pas grand intérêt. Ce qui est important, c'est d'avoir la précaution de laisser des ponts suffisamment larges pour qu'on ait une cicatrisation de qualité avec un anus souple. Suivante. Voilà, donc la douleur, donc il faut essayer de faire en sorte de l'améliorer, notamment donc dans le post-opératoire, notamment pour la première selle. Ça, s'il faudrait essayer je ne sais pas si on a vraiment une solution pour ça, de prendre des médicaments. La première selle est difficile à prévoir. Les gens sentent qu'ils ont des gaz, ils ne savent pas si c'est vers des sels ou des gaz. Donc je pense que pour la première selle, pour calmer la douleur, je ne sais pas qui trouvera la solution. Il faut vraiment uniformiser nos pratiques. Ça, c'est un combat de Béatrice Vincent Bonnet qui il y a un protocole qui devrait se monter pour qu'on ait tous le même protocole. Ben, celui-ci, hein, donc au niveau du bloc pudendal, et vraiment qu'il soit optimisé chez tout le monde. Et puis également d'essayer d'avoir une gestion donc des différentes thérapeutiques à notre disposition, avec une liste de médicaments à donner de façon que tout le monde donne plus ou moins la même chose. Voilà, l'humilité, ça marche pas toujours, hein. On a tous des patients qui disent j'ai souffert l'enfer, j'ai pensé beaucoup à vous pendant 3 jours et de façon pas forcément gentille, ça faisait très mal alors qu'on pensait que ça allait bien se passer, mais chez cette personne-là, elle a eu très très mal. Voilà, et pour les démangeaisons, donc, alors je sais pas pourquoi elle avait mis ça. C'est peut-être en fin de cicatrisation, très souvent on a des démangeaisons qu'on dit c'est bon, ça cicatrise, c'est la peau. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça commence à cicatriser, mais les corticoïdes peuvent fonctionner. Donc ça, on parle que de douleur. Suivante, mais je pense que c'était... Voilà. Ah oui, la proposition, voilà, c'est ça. Donc les laxatifs à débuter avant, le paracétamol ou des associations paracétamol plus des morphines ou des équivalents d'opium, les anti-inflammatoires, le tramadol, s'il est bien supporté,
à dose suffisante avec des interdoses de tramadol en 50, ou alors d'un morphine orodispersible. Et ensuite, beaucoup utilisent ça, des benzodiazépines qui permettent de détendre un petit peu les patients, peut-être diminuer leur angoisse et puis de s'entraîner également une mieux-relaxation au niveau des sphincters, parce que la douleur est également due au spasme. Hein, donc après les soins, ils ont un spasme sphinctérin qui peut faire mal. Les anti-inflammatoires, si on peut le donner, c'est magique. De toute façon, les gens qui arrêtent les anti-inflammatoires trop tôt, ils ont mal à ce moment-là. J'ai mal depuis que j'ai arrêté le buprophényl. Quand vous faites des ordonnances, il faut essayer de savoir s'ils supportent ou pas. Parce que de temps en temps, ils partent et puis là, ils en ont pris un, ils s'arrêtent. Le néphopam peut bien marcher aussi. Ça marche pas mal, ça. Le néphopam sous un sucre. Faites attention au bloc. Voilà, ça peut donner des rétentions urinaires. Ouais. Avec l'accupant, il faut faire attention aux problèmes de... Non, il faut les prévenir. Il faut les prévenir. Attention dans les post-opératoires pour tôt, et en particulier l'eczémoïdectomie, c'est la douleur. C'est-à-dire qu'on a quelques rétentions sur des gens un peu spastiques, mais le truc typique, c'est qu'ils ont mal, ils serrent, ils ne relâchent rien, et ils sont cétalose pour la rétention de l'urine, donc il faut faire attention. Calmer la douleur. Quand les gens ont du mal à pisser, le premier objectif, c'est leur calmer la douleur. Et 2 fois sur 3, Ils ont mal. Une question ?